Salut les Mogwai, c'est le Gremlins. Et nous voilà de retour à une époque où les cinématiques d'intro se résumaient à des images PNG commentées d'une voix suave, où les bugs caméra créaient des distorsions du décor, où apparemment les collégiens de Poudlard cessaient à leur premier joint de Mandragore, et plus récemment, à une époque où apparemment la magie serait monnayable contre quelques dizaines d'euros. Bref, il est temps de s'attaquer à cette grande saga vidéoludique qui est Harry Potter. De retour en 2001, suréquipé de mon sac banane, ma couille de mammouth et mon baladeur CD, j'ai grandi en plein dans la tendance on va adapter ce film à succès en jeu. Ce qui a donné naissance à un sacré paquet de nanars dans lesquels on ressent la volonté d'exploiter une licence sans l'envie derrière d'en faire un bon jeu. La logique des développeurs de l'époque c'était faire un bon platformer, ok, parce que ça se vend. Mais penser un jeu taillé sur mesure d'une des meilleures licences du cinéma, la flemme. Cette même flemme que n'ont pas eu Square et Camelot, qui ont donné naissance aux légendaires Final Fantasy X et Golden Sun. Ce sont deux jeux très proches d'Harry Potter quand on y pense, puisqu'ici aussi la magie est tellement banalisée et ancrée dans leur habitude que les habitants ont fait évoluer leur mode de vie autour de cette dernière. Et finalement, Poudlard, est-ce que c'est pas un univers propice aux interactions sociales encadré par des règlements et des fondements éthiques magiques? Est-ce que ça serait pas le type d'univers parfaitement adapté pour un RPG? Si? Alors pourquoi ne pas avoir tenté le coup? Eh bien tout simplement parce que là où les règles magiques de ces RPG sont claires, structurées et expliquées aux joueurs afin qu'ils puissent correctement intégrer leur fonctionnement, Harry Potter, lui, ne l'était pas en 2001. Pour rappel, seulement 4 des 7 livres étaient disponibles à l'époque. Mais maintenant que cette saga est officiellement terminée, une question intéressante se pose. Mais que sait-on vraiment de la magie? Eh bien si l'on remonte la chronologie de l'histoire de la magie, tout remonte à la dynastie égyptienne, puisque c'est en 3150 avant Jésus-Christ que les toutes premières malédictions furent placées sur des tombes égyptiennes, afin de les protéger des pilleurs. C'est l'archive la plus vieille dont nous disposons sur l'histoire de la magie. De là, quelques siècles se sont écoulés. Et quelque part en Grèce, réside Herpo l'infâme. Herpo, en plus d'être l'un des plus anciens fourches-langues connus, sera à l'origine du rituel de création de la plus puissante des magies noires, les Horcruxes. En 2700 avant Jésus-Christ, c'est en Grèce antique que réside Falco Acéalon, le premier exemple connu d'Animagus. L'événement magique le plus récent se situe ensuite en 382 avant Jésus-Christ. L'ancêtre romain d'Ollivander démarre une petite entreprise de confection de baguettes du même nom. De qualité exceptionnelle, il sera considéré comme le meilleur fabricant britannique jusqu'à la fin des années 90, bien que l'utilisation des baguettes est bien plus ancienne. Vers 980 après Jésus-Christ, l'école de sorcellerie Poudlard est fondée par les 4 grands fondateurs, à savoir Godric Gryffondor, Helga Pouce-Souffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. Salazar qui à la même période sera à l'origine de la création des Chambres des Secrets, juste avant de disparaître mystérieusement. Vers le Xe siècle, les Moldus commencent à prendre peur des sorciers. La séparation se fait lentement entre les deux mondes. Le spécisme des sangs purs se met en place tout au long de la période du Moyen-Âge. Afin de mieux gérer tout cela, un précurseur au ministère de la magie voit alors le jour. C'est le Conseil des sorciers. C'est vers le XIIIe siècle qu'ont vécu les 3 frères Peverell, dont est inspiré le célèbre conte visible dans le dernier tome. Mais maintenant nous sommes 94 ans après la naissance du sport le plus joué dans le monde des sorciers. Le tournoi des 3 sorciers est créé afin de faciliter le dialogue entre Poudlard, Durmstrang et Beauxbatons. Promouvoir l'entraide interpays, lieu de rencontre et découverte de nouvelles cultures sont les maîtres mots de cet événement. Ce tournoi international fut couronné de succès et ce n'est que 2 siècles plus tard que son grand frère fit son apparition, la Coupe du Monde de Quidditch. 1612 est une date importante, car c'est la première révolte des gobelins. Les sorciers refusent de laisser les gobelins utiliser des baguettes, ce qui nous permet d'en conclure que l'utilisation d'une baguette n'est pas exclusive aux humains, mais bien que tout le monde peut se servir de la magie. Cette confrontation entraîne de nombreux blessés qui nécessita la création d'un centre hospitalier, Sainte-Mangouste. En parallèle de ça, un pacte de retenue les soirs de pleine lune est passé avec les loups-garous, ce qui aura pour causalité d'accentuer le spécisme dans la recherche d'emploi. Une cinquantaine d'années plus tard, les conseils des sorciers des différents pays s'accordent tous sur le besoin de dissimuler l'existence des magiciens et des créatures magiques au reste du monde. Et c'est en 1707 que le conseil décide de se renommer officiellement ministère de la magie, impliquant ainsi une délocalisation sur Londres, ainsi qu'une entente secrète avec le ministère moldu. Suite à cela, les 3 sortilèges impardonnables, Imperium, Doloris, Avada Kedavra, sont interdits par le ministère de la magie en 1717. 1947 est la date de parution du livre Histoire de la magie écrit par Bathilda Tour-de-Sac. C'est ce même ouvrage qui servira à Harry lors de sa première année à Poudlard, et qui aurait été fort utile pour la rédaction de cette vidéo. Maintenant qu'on vient de terminer cette chronologie de la magie assez globale, on va se pencher sur celle de Dumbledore et celle de la montée au pouvoir de Voldemort, afin que par la suite, la superposition de ces 3 chronologies forme une timeline complète. 1881. Tout commence par la naissance d'Albus, Aberforth, Ariana Dumbledore et Grindelwald, le neveu de Bathilda Tournesac. Dumbledore entreprend une scolarité brillante, malgré l'image d'anti-moldu véhiculée par son père Perceval Dumbledore, pour avoir protégé sa fille face à une agression moldue. Cet événement traumatisera Ariana à vie, obligeant ses frères et ses sœurs à s'occuper d'elle afin de lui éviter la psychiatrie de Sainte-Mangouste. C'est dans la même année que son père décédera à Azkaban. En parallèle de ça, Grindelwald entreprend sa scolarité à Durmstrang, en 1895. C'est durant sa 5e année qu'il se fera virer pour meurtre et avoir gravé le symbole des reliques de la mort. Un peu plus tard, en 1899, Dumbledore
Dumbledore rentre à Godric's Hollow, car il vient de terminer ses études. Sa mère Kendra décède, et c'est également à ce moment-là qu'il rencontrera Grindelwald, et en tombera amoureux. Ensemble, ils décident de partir en quête des reliques de la mort, quitte à révoquer le code international du secret magique pour le bien commun. Quelques mois plus tard, une altercation entre Aberforth, Albus et Grindelwald causera la mort d'Ariana, et la fuite de Grindelwald qui désirait poursuivre ses recherches. C'est vers 1900 que Grindelwald découvre qu'un certain Gregorovitch serait le détenteur de la baguette de Sauron. Il lui vole et s'en sert pour construire une prison nommée Nurmengard, dans les pays de l'Est. Le parallèle avec le nazisme et Nuremberg est clairement faisable. Grindelwald théorise donc un droit de gouverner les Moldus, enchaîne un paquet de meurtres, avant d'aller se réfugier aux États-Unis afin de changer d'identité le temps que les choses se calment. Il devient alors Percival Graves, membre du MACUSA, l'équivalent du ministère de la magie aux États-Unis, jusqu'au jour où Dumbledore l'enferme en prison. Il se fera alors tuer dans cette même prison en 98 par Voldemort, quelques années plus tard qu'il cherchait à localiser la baguette de Sauron. Entre-temps, Dumbledore entre à Poudlard en tant que professeur de métamorphose en 1937, en même temps qu'Horace Slughorn. Il devient directeur en 1956 et remplace Armando Dippé. Plus tard dans la même année, il refusera le poste de prof contre les forces du mal à Tom Jedusor, pour cause de son jeune âge. Ironique, n'est-ce pas? La suite, tu la connais. Et je vais profiter de cette transition pour amorcer la chronologie de Tom, qui a une importance clé dans l'histoire de la magie. Nous sommes donc en 1907, avec la naissance de la mère de Voldemort, Merope Gaunt. Son père Marvolo et son frère Morphine la surexploitent. Ces derniers se feront d'ailleurs incarcérer en 1925 pour un différend avec un agent du ministère. A partir de là, les pouvoirs de Merope s'épanouissent, et elle concocte un filtre d'amour pour Tom. Quelques mois plus tard, ils se marient. Aveuglée par l'amour qu'elle lui porte, elle décide d'arrêter de lui faire boire la potion, ce qui entraîne le départ de Tom alors que Merope est sur le point d'accoucher de Voldemort. Il passe toute son enfance à l'orphelinat dans lequel il en profite pour pousser au suicide des latéraux inoffensifs grâce à sa magie. Et c'est à l'âge de 11 ans que Voldemort apprend de Dumbledore qu'il est un sorcier. Suite à cela, il débute une brillante scolarité à Poudlard, chez les Serpentards, et en profitera pour en apprendre plus sur ses origines. Quand il comprend qu'il est l'héritier de Serpentard, il décide de modifier les souvenirs de son oncle pour récupérer la pierre de résurrection, l'envoyer à Azkaban, et il en profite pour venger sa mère en tuant le reste de sa famille. Il terminera sa scolarité à Poudlard et tire parti de sa position de préfet en chef pour récupérer des informations concernant la création des Horcruxes auprès d'Horace Slughorn. Il crée son premier Horcrux grâce à son journal intime et se met à bosser pour Barjo et Burks en 45. Il se liera d'une amitié très forte avec Hepzibah Smith avant de la tuer afin de récupérer la coupe de Poufsouffle ainsi que le médaillon de Serpentard que sa mère avait revendu à Barjo et Burks quelques années auparavant pour à peine 10 galions. Suite à cela, Voldemort disparaît dans la nature pendant pas moins de 10 ans. De retour à Poudlard en 1955 sans qu'absolument personne ne se pose la moindre question, il subit un second refus au poste de professeur contre les forces du mal. Il se met en quête de puissance magique tout en théorisant le fait que les sangs purs sont de vrais sorciers, quand bien même c'est un sang mêlé. En 77, Regulus Black, qui avait rejoint les Mange-Morts, meurt en héros juste après avoir récupéré le médaillon, qu'il confiera à Créature. En 79, Peter Pettigrew trahit l'Ordre du Phénix, fondé par Albus Dumbledore. Il a en gros pour rôle de fournir des informations à Voldemort afin de faciliter les meurtres. Et c'est l'année suivante que Sibyl annoncera la fameuse prophétie, ce qui poussera Voldemort à torturer les parents de Neville jusqu'à les envoyer à Sainte-Mangouste. Et notre histoire se termine le 31 octobre 1981 avec le meurtre de Lily et de James Potter. Maintenant que l'on dispose de toutes ces timelines, il suffit de les superposer afin d'obtenir la timeline officielle de l'histoire de la magie. Si l'on synthétise l'intégralité de ces informations, on peut convenir des règles suivantes. Les Moldus ne peuvent pas utiliser de sorts magiques, mais ils peuvent utiliser des objets ensorcelés. L'incantation de sort est réalisable sans même prononcer le titre des sortilèges. Un lien fort avec une baguette renforce sa puissance magique, et la magie serait le résultat d'une réaction biologique, puisque c'est un gène récessif. La puissance magique varie donc selon l'ADN de chacun, et l'humeur semble avoir également un impact direct sur la puissance magique. Ça clarifie certains points, mais ça reste encore beaucoup trop vague pour construire un RPG qui tienne la route. C'est ce manque d'informations qui rend les éditeurs bien trop réticents à l'idée d'une réelle prise de risque. Quand bien même l'univers est assez riche pour innover et repousser les limites de la créativité, les développeurs sont alors assujettis à des plans marketing frileux, visant à jouer la carte de la sécurité en donnant aux fans ce qu'ils désirent. Ce qui dans le jeu se traduit au final par des enchaînements de scènes cultes du film, qui brossent le geek dans le sens du poil, mais qui donnent naissance à une espèce de patchwork de mini-jeux absolument dégueulasses et incohérents. Si ces jeux sont aussi disparates dans leur construction, comment se fait-il qu'il y ait toujours autant de ventes? La nostalgie. C'est la nostalgie et le processus d'identification générationnelle lié à Harry qui mettent sous le tapis ses pires défauts afin d'embellir l'expérience de jeu. Ces souvenirs entrent en résonance avec une période précise de mon enfance. Une période liée à l'insouciance, la liberté et le bonheur. Rejouer à ces jeux, c'est un peu comme ouvrir une porte vers le passé. C'est redevenir l'enfant qui rêvait de débuter sa scolarité à Poudlard. Et toutes ces adaptations, aussi nombreuses soient-elles, étaient l'occasion pour moi de me projeter dans cet univers que je trouve fantastique. La nostalgie a altéré ma mémoire, afin d'adoucir les plus gros défauts du jeu et encenser le plaisir ressenti. Mais paradoxalement, elle est aussi présente lorsque je débute un nouveau jeu de cette même licence, m'empêchant ainsi de faire appel à mon objectivité. Elle va le comparer à ce qui a déjà existé, et cette nostalgie va créer de nouvelles attentes basées sur les échecs et les réussites des précédents opus. Mais alors si je prends ce nouveau
vos jeux mobiles comme exemple. Est-ce que je l'aurais autant apprécié si je l'avais appréhendé comme un simple jeu vidéo? Et plus important encore, est-ce qu'il avait vraiment une chance de pouvoir incarner le jeu Harry Potter que j'attendais? Expect a Patronum on a nigga. What? If Mo-Fi gon' run up on me, then I'ma put my one to the nigga. Hey. Run in the back, I'm relying on the sec. Y'all motherfuckers don't know how to act.